Bonjour, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une femme, Cornélia Gauthier, elle est médecin psychosomaticienne. Elle voulait devenir psychiatre. Finalement, elle a été médecin de famille généraliste pendant 14 ans. Elle a développé une méthode de traitement psychocorporel, la thérapie émotionnelle, qu'elle a intégrée à sa pratique de médecine. Elle est formatrice, elle fait des stages, elle est créatrice d'un site pour parents et enseignants pour leur donner des pistes sur la façon d'élever leurs enfants avec respect et des limites bienveillantes. Et quand elle s'est arrêtée de travailler pendant une dizaine d'années à cause d'une longue maladie, je pense que elle a découvert beaucoup de choses. Elle a écrit 3 livres. Le premier en 2008, Sommes-nous tous des abusés? Le second, Victime, non merci, chez Jouvence en 2010. Comment les synchronicités ont changé ma vie, chez Trédaniel en 2023. Et le tout dernier, là, qui vient de sortir en février 2025, Décodons l'origine de nos maladies pour mieux guérir, toujours chez Trédaniel. Bonjour Cornélia Gauthier. Bonjour Joël. Merci d'être avec nous ce soir. Au début, vous faites un hommage au professeur Ghislain Devred, on dit Oui, Devreux, Devreuse, Devreux. 1937-2022, qui a écrit ce que les mots de ventre disent de notre passé. Alors écoutez, c'est en fait c'est c'est l'homme qui a changé complètement ma vie professionnelle. Mon regard sur la maladie, sur les causes surtout. Et il est arrivé dans ma vie à un moment bien particulier. Je pense à un moment de synchronisation. Parce que dans mon livre précédent, je parle beaucoup des synchronicités, d'accord? Mais je vois qu'il y a aussi des synchronisations. C'est un peu comme si on pouvait dire, c'est une médaille. D'un côté, il y a les synchronicités, de l'autre côté, il y a les synchronisations. C'est en fait la même chose, sauf que la synchronicité est rapide, improbable, c'est une fraction de seconde, alors que la synchronisation, c'est tout aussi incroyable, c'est tout aussi extraordinaire, sauf que c'est lent et que c'est dans le flux, si vous voulez. Ça arrive au bon moment, ça amène sur les bonnes choses, etc. Et donc, je suis tombée sur ce livre, je sais même plus comment, mais en fait, juste au bon moment. Parce que j'avais commencé donc une formation de psychosomaticienne, parce que je me rendais compte que dans ma médecine générale que j'avais apprise à l'université, eh ben, ça marchait pas du tout. C'est-à-dire la médecine traditionnelle que j'ai apprise, et je suis contente de l'avoir apprise, hein, c'est très important. C'est ma base de réflexion, donc je ne renie jamais, jamais. C'est juste que ça suffit pas. Et que dans cette approche, on va dire, traditionnelle de la médecine, c'est une médecine qui est symptomatique, c'est-à-dire elle regarde les symptômes qu'il y a et elle essaye de les couper. Donc, c'est une médecine anti quelque chose, hein, et on donne toujours des antidouleurs, des anti-inflammatoires, des antihypertenseurs, des antidépresseurs, enfin, on donne toujours des anti, l'idée étant de couper le symptôme. Donc, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Et là, il y a une formation psychosomatique qui s'est créée au bon moment, que je me suis pressée de m'inscrire pour avoir d'autres outils, en fait, pour accompagner mes patients. Et alors, là, je suis tombée dans la grosse problématique des abus. Peut-être on en parlera après si vous voulez, mais disons, je suis tombée là-dedans. Le hasard, maintenant, je crois plus trop que c'est le hasard, mais enfin, je n'avais rien cherché dans ce domaine-là. Et au moment où je découvre ce monde gigantesque des abus, je tombe sur ce livre de Justin Levreud. Alors, je ne sais plus comment, ce qui a fait quoi, mais en fait, c'est juste arrivé au bon moment. Et quand j'ai lu ce livre, ce que les mots de ventre racontent de notre passé, mais les chaussettes m'en sont tombées parce que ça, en fait, ça me racontait, ça m'expliquait absolument tout ce que j'étais en train d'observer depuis
2, 3 ans, avec voilà, toutes ces problématiques insolubles où chaque fois qu'on donne un anti quelque chose, le patient part, il revient 3 semaines après avec un autre symptôme, et puis on fait comme ça tout le temps et on déplace le symptôme. Et ce qu'il y a eu de fabuleux chez ce professeur, parce que c'est quand même un professeur universitaire, donc en fait il est chargé d'enseignement à l'université. Il a beaucoup d'occupations de professeur, d'enseignant, de chirurgien, etc. Et là, je ne sais pas comment il trouvait du temps et comment lui est venue l'idée de, de poser des questions à ses patients avant de les opérer. Parce que il faut savoir que lui, donc, c'est un professeur de chirurgie colorectale, donc dans le bas, si vous voulez, du petit bassin, hein, là où il y a le côlon, le rectum et tout ça, et que son travail était essentiellement de passer son temps à couper des bouts de quelque chose qui était abîmé. C'est beaucoup les cancers, mais aussi des maladies inflammatoires intestinales. Et je ne sais pas comment il est arrivé à cette idée de se dire, mais il faudrait peut-être comprendre pourquoi ces gens ont créé cette maladie. Évidemment, ils l'ont pas fait exprès, hein, mais Et il a donc écrit ce livre où je le retrouvais une page après l'autre et je me suis dit, ah, c'est ça le truc. Et ce qu'il a découvert, c'est que finalement, les gens qui arrivaient chez lui dans un état quand même très avancé de la maladie, où il fallait vraiment aller couper des organes, amputer, voilà, des grosses choses très très lourdes, il y avait une majorité de ces gens qui avaient subi des abus sexuels. Alors là, je veux dire que ça m'a particulièrement interpellée parce que il a pris le temps et il a observé ça. Moi, je me suis dit, bon, ben, écoutez, je vais poser des questions, hein, à mes patients. Et puisque je ne comprends pas ce qui se passe, parce que voilà, la symptomatologie, elle bouge tout le temps, je suis profondément inefficace avec tout ce que j'ai appris, eh ben, je vais poser des questions. Et là, eh bien, ils étaient là, les patients. C'est-à-dire qu'ils avaient effectivement subi des abus sexuels, mais personne n'en parlait, parce qu'il y a la loi du silence. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée là-dessus. Et que j'ai fini par développer en fait ma thérapie émotionnelle parce que j'en ai trouvé beaucoup trop, beaucoup trop. Et je pouvais pas les envoyer au psychiatre. Mm. On va avancer un peu dans le livre. Vous parlez du syndrome coacal, cette mémoire Oui, persistante qui enregistre les abus subis. On rappelle qu'il y a 3 filles sur 10 et un garçon sur 10 qui ont subi des violences sexuelles. Je dis pas des abus, je dis des des violences. violences. Mhm. Ouais, c'est Oui, intéressant de le rappeler. oui. Alors ça, c'est vraiment alors ce qui m'a complètement ouvert les yeux. Euh, En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est allé interroger la mémoire du corps. Parce que quand on subit des abus, ben, c'est enregistré, hein, comme toutes les choses de la vie, parce que notre mémoire du corps, elle enregistre tout, tout le temps. La plupart des choses sont très anodines. Comment vous êtes assis sur votre chaise et tout ça, en fait, vous n'en prenez pas conscience, mais votre corps, il enregistre tout. À certains moments, s'il a besoin, il va réagir. Et si c'est pas nécessaire, il va laisser passer. Par contre, évidemment, les abus, ils sont évidemment extrêmement douloureusement enregistrés et ça s'évapore pas. Alors, ce ce qui a eu, donc en fait, il a compris qu'il y avait une mémoire du corps, mais il est allé plus loin que ça. Il est arrivé à la mémoire embryologique. Et ça, c'est juste incroyable. Et il s'est souvenu de ses cours d'embryologie alors qu'il était étudiant à l'université, d'une minuscule petite membrane de millimètres, enfin je sais pas combien c'est, mais à peu près rien du tout, qui est multipotentielle. C'est-à-dire elle va pouvoir, à ce stade-là de l'embryon, elle peut donner toutes sortes d'autres systèmes, mais notamment, elle est à l'origine des 3 systèmes du petit bassin, c'est-à-dire le système digestif bas, le système urogénital, donc chez les femmes, le vagin, l'utérus, et puis chez les hommes et les femmes, la vessie,
et tout ça. Et il s'est rendu compte qu'en fait, ces trois systèmes ont la même origine embryologique. Et du coup, quand le corps il veut expliquer quelque chose, c'est pas important qu'il fasse des troubles au niveau du rectum ou au niveau de la vessie, c'est pas important. Il dit juste c'est là que ça se passe. Et c'est pour ça que les symptômes changent constamment de système. Ils disent toujours la même chose, mais nous, médecins qui n'avons pas cette réflexion-là, ben, nous donnons un antibiotique pour une infection urinaire, après nous donnons un antimycosique pour une vaginite, après nous donnons un laxatif pour une constipation. Et nous passons notre temps à courir après les symptômes, mais en fait, le corps, en fait, nous dit toujours, j'ai subi un abus dans cette zone-là. Donc, c'est important à un certain moment pour le médecin de se dire, bon, bah, bien sûr qu'il faut peut-être donner un antibiotique, mais on voit bien ce qu'on observe, par exemple, en médecine, je veux dire, de cabinet, c'est que beaucoup de femmes ont des infections, enfin, des symptomatologies de cystite, donc d'infection urinaire, mais souvent, quand on fait une culture des urines pour voir quel est le gène, mais il n'y en a pas. Donc, en fait, l'urine, elle est stérile, mais elle fait des symptômes d'infection. Et donc, on est obligé de donner des antibiotiques, autrement ça passe pas, mais c'est de la fausse médecine parce qu'il y a pas d'infection. Et donc, on passe son temps à être inefficace puisque chaque fois ça bouge, ça va ailleurs. Donc là, vraiment, il m'a permis d'avoir cette vue en fait globale. Et donc, quand vous avez ce genre de femme qui vient vous consulter, vous lui posez des questions, est-ce que ça va mieux après? Alors, ça suffit pas. Il faut toujours aller en deux séquences. Alors, première, c'est que si effectivement il y a une infection urinaire, parce qu'il y en a quand même, il faut donner un antibiotique, on est bien d'accord. Et donc, il y a besoin de répondre aux symptômes s'il y a vraiment une cause euh, externe, justement, comme une bactérie ou, enfin, voilà, un problème de transit intestinal. Il faut aider sur la symptomatologie, mais il faut juste savoir, là, ça, c'est la symptomatologie de quelque chose d'autre. Donc, prenons l'infection urinaire parce que c'est un des plus fréquents. Ben voilà, je vais donner un antibiotique, mais après je dis, bon, là, ça fait quand même la sixième infection urinaire en 4 mois. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, est-ce que vous avez subi des abus? Et là, la majorité des personnes, elles sont interloquées parce qu'on leur a jamais rien demandé de ce côté-là. Elles n'ont pas du tout fait le lien et les médecins ne le font pas le lien. Parce qu'il faut savoir qu'en médecine, on nous enseigne jamais rien là-dessus. On n'a pas eu une seule heure sur les abus et ce n'est toujours pas le cas parce que j'en ai parlé dernièrement avec mon médecin traitant qui est une jeune femme qui a, je sais pas, 45 ans, quelque chose comme ça. J'ai dit, mais vous en avez eu des informations? Non, toujours. Donc, en fait, l'abus n'est jamais enseigné en médecine, c'est-à-dire c'est carrément un non-sujet. Et donc, les médecins sont, enfin, ils, ils enseignent au fur et à mesure, ils vont dans les technologies et tout ça, mais en fait, dans les trucs de base, il n'y a pas ce questionnement. J'aime bien prendre comme exemple un exemple pratico-pratique. Si vous marchez sur une punaise, ça va vous faire mal, c'est logique. Mais ça sert à rien de prendre des anti-inflammatoires et des antibiotiques si vous n'enlevez pas la punaise. Il faut déjà commencer par enlever la punaise. Après peut-être il faudra des antibiotiques et des anti-inflammatoires, mais il faut d'abord enlever la cause. Et c'est justement ce qu'on ne fait pas en médecine, parce on ne nous l'a pas appris. Donc, la plupart des gens qui ont subi des abus, ben, ils sont jamais traités pour ça. Donc, pour répondre à votre question, bon, peut-être il faut mettre un traitement symptomatique, mais après, il faut une prise de conscience. C'est-à-dire, il faut que la personne qui est en train de vivre, voilà, cette répétition douloureuse de maladie puisse faire le lien avec l'abus subi
il y a peut-être 30 ans en arrière, hein, qu'elle n'a jamais fait le lien, parce qu'il y a quand même souvent un délai entre le moment où il y a une agression et le moment où il y a la symptomatologie. Et donc, personne ne fait le lien, ni le patient, ni la patiente, ni le médecin, ni personne. Et donc, la cause n'est jamais abordée. Donc, une fois qu'il y a eu la prise de conscience, c'est la première étape, elle est indispensable. Si on n'a pas passé par cette étape-là, on ne peut pas aller plus. Mais ça ne va pas guérir, parce que c'est l'équivalent de, d'avoir des warnings qui s'allument sur votre tableau de bord de votre voiture pour vous dire pourquoi elle est en panne. Si vous allez ouvrir le capot, dire ah ouais, je comprends, vous fermez, elle va pas repartir. Il faut réparer. Donc, il y a d'abord la prise de conscience et après, il y aura besoin de faire une réparation professionnelle puisque il y a, euh, il y a toujours une participation émotionnelle. Donc, voilà, la mémoire du corps, elle est émotionnelle, elle est psychosomatique. C'est-à-dire, l'émotion est psychosomatique. Donc, la mémoire est psychosomatique. Donc, il y a besoin d'agir sur le psychisme avec la prise de conscience, permettre de faire les liens. Et après, il y a besoin d'aller voir à libérer la mémoire du corps. Et ça va se faire par une approche émotionnelle qui implique donc le corps. D'accord, donc votre livre n'est pas un traité de médecine, mais de la vulgarisation. Et vous dites que s'intéresser avant tout à la spiritualité sans avoir réglé les questions émotionnelles, c'est mettre le toit au milieu des étages. C'est un peu là ce que vous veniez de dire avant aussi, c'est-à-dire il faut s'intéresser avant tout à la spiritualité sans avoir réglé les questions émotionnelles. Oui, c'est vraiment un gros problème, hein, particulièrement dans le New Age, juste pour le dire quand même. C'est-à-dire, on saute du corps, qui a subi toutes sortes de trucs, et on va chercher de la spiritualité. C'est pas qu'il ne faut pas s'intéresser à la spiritualité, mais il faut y aller par paliers, et ça nous amène en fait à la pyramide de Maslow. D'abord, c'est les besoins indispensables du corps. Après, c'est qui on est, s'affirmer, s'identifier à sa personnalité, etc. Et au bout de l'histoire, ben, on va pouvoir maintenant s'intéresser à la spiritualité, parce que la spiritualité, elle fait partie de nous. Nous sommes corps, âme, esprit. Euh, donc l'esprit, donc la conscience, hein, je vais dire plus facilement la conscience, c'est là qu'on va arriver avec la spiritualité. Elle est très importante, mais on doit d'abord suivre que le corps soit bien, que les émotions soient en place, et ensuite, on va commencer à s'intéresser à la conscience. C'est très important de ça, mais c'est vraiment un cheminement indispensable. Et chez les gens qui sont notamment les gourous, là, ils sont complètement disjonctés. Hein, je veux dire, c'est effrayant. Parce que leurs émotions, elles sont pas du tout en place, c'est tout et n'importe quoi. Ils ont rien, et en fait, ils les ont gommées comme si elles n'existaient pas. Et donc, ils dysfonctionnent. Ok, vous dites que le corps parle, dès que l'on comprend son message, que l'on change ce qu'il y a à changer, il se tait et se remet en équilibre. Il aime se sentir bien, Mhm. le corps. Oui, il y a besoin d'être vraiment à l'écoute. Et ça nous amène peut-être à l'autre question avec les maladies. Et ça nous ramène aussi à la violence éducative. C'est qu'on nous a appris à ne pas nous écouter depuis que nous sommes petits. On dit, non, écoute pas, c'est pas grave, ça fait pas mal, non, non, pleure pas pour ça, machin, etc. Et donc, on apprend à ne pas écouter. C'est quand même étrange, hein, comme éducation. Mais le problème, c'est que l'enfant, il est formaté par l'éducation qu'il reçoit. Et donc, il peut pas faire autrement que ce qu'on lui apprend, puisqu'il est tout petit, et l'autre est tout grand. Donc, en fait, il va être obligé. Donc, il va apprendre à pas écouter. Et la maladie, c'est jamais du jour au lendemain un cancer. C'est progressif. Il va y avoir beaucoup de dysfonctionnements avant qu'encore ait perdu complètement la tête, quoi. Le corps n'a pas envie
d'être malade. Il faut pas, quand on est malade, il faut pas se dire j'ai pas de chance ou le corps ne fait pas n'importe quoi. Il fait exactement selon les informations qu'il reçoit. Donc, il met en scène ce qu'il reçoit comme information. Et s'il reçoit qu'il y a tout qui va de travers, ben, il fait tout de travers, mais il n'est pas prévu pour fonctionner de travers. Et que donc, si on pouvait apprendre à écouter les symptômes quand il y en a, et je sais pas, j'ai une douleur, ça fait 3 fois que j'ai une douleur au même endroit, qu'est-ce que ça veut dire? S'ouvrir à cette question, euh, inévitablement, la réponse, elle vient quelque part. Elle dit, ah oui, mais en fait, là, mais j'écoute pas, je prends une aspirine, je me mets devant une série télé, je vais penser à autre chose, etc. Ben, le symptôme va devenir de plus en plus fréquent. Ça va peut-être devenir une, pour finir, une maladie chronique, des douleurs chroniques, etc. Et pour finir, ça peut faire des vraies maladies, dont certaines sont mortelles quand même. Faut quand même le dire, hein. Oui, il y a cette jolie phrase dans votre livre d'un anonyme, si tu écoutes ton corps quand il chuchote, tu n'auras pas besoin de l'entendre crier. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais, elle est Ouais. belle cette phrase. Vous vouliez être psychiatre et finalement vos consultations sont une véritable enquête. Vous posez des questions, vous attendez les réponses et vous dites, OK, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, qu'allez-vous faire? Vous essayez de faire Oui, sortir les gens de leur position de victime. oui, oui, oui. Parce que c'est vrai que quand on subit beaucoup de choses, on devient une victime malgré soi, quoi. On apprend qu'on n'a pas de chance et puis voilà, le comportement de victime s'apprend pour finir, où on subit les choses, on apprend à pas dire, on apprend à pas s'exprimer, on apprend à pas s'affirmer, et voilà. Et donc, évidemment, ça va de pire en pire. Et quand les gens viennent en consultation, ben, ils viennent avec une plainte. euh, et ils se plaignent. Alors, ils ont quand même d'abord besoin d'avoir une vraie écoute, parce qu'il y a quand même beaucoup de consultations où on les écoute pas, quoi. On dit, ouais, ben voilà, etc. Puis en fait, ça va très, très, très vite. Euh, je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais en Suisse, on a des tarifs par tranche de 5 minutes, donc on a le droit de faire 15 minutes de consultation plus 5 minutes pour conclure. Enfin, c'est n'importe quoi. Et comme j'ai eu la chance de faire la formation de psychosomatique, j'ai eu le droit d'avoir des consultations longues, comme le psychiatre. Donc, c'était magnifique parce que ça m'a permis de faire de la vraie médecine et surtout d'éviter la consultation de riches. Parce que celui qui peut se payer une consultation d'1 heure à 150 euros, ben, tant mieux pour lui. Celui qui n'a rien du tout, ben, il a juste droit à 5 minutes. Donc, en fait, ça va pas. Et avec ce système, j'avais la possibilité d'amener la même médecine à tout le monde. Donc, ça, c'était vraiment un plus, quoi. Alors, est-ce que notre intestin serait notre deuxième cerveau, comme le disent certains? Ouais. On ne sait pas parce qu'il y en a trois. On a, on a le cerveau, on a le cœur qui est un cerveau et on a l'intestin qui est un cerveau. Donc, pour finir, on ne sait plus qui c'est qui fait quoi, mais je crois que tout le monde dans le corps se coordonne. C'est ça qui est merveilleux, parce que nous avons quand même des milliards de milliards de milliards de cellules qui toutes fonctionnent de concert. C'est extraordinaire. Et donc, après, dans notre médecine justement traditionnelle, on est parti du fait que c'est le cerveau qui contrôle tout. Mais maintenant, avec les travaux notamment du HeartMath Institute à Los Angeles, où ils ont enregistré en même temps le cœur, enfin les champs électromagnétiques du cœur et du cerveau, on se rend compte que c'est finalement le cœur qui dirige. Et c'est pour ça que le monde va pas, parce que la plupart des gens sont coupés de leur cœur. Donc, en fait, il n'y a pas il y a pas l'énergie de base. L'énergie du cœur, c'est quand même l'énergie de l'amour. Et donc, la plupart des gens sont coupés de ça. Donc, après, il y a tout qui dysfonctionne. Mais l'intestin, il est très, très, très important aussi. Il y a plein de neurones hein, qui vont d'ailleurs du cœur euh, au cerveau et aussi des intestins au cerveau. Donc, il y a des échanges constants entre les neurones, il y a des échanges constants entre les neuromédiateurs. Et l'intestin, il est très, très important, notamment, c'est lui qui fabrique
la plus grande partie de sérotonine dans notre corps, c'est fait dans l'intestin. Donc, c'est difficile de savoir qui est quoi. Il faut que tout fonctionne ensemble. C'est ça l'idée. Alors, est-ce que toutes les maladies sont émotionnelles? Alors non, La euh, page alors 49. j'ai juste brièvement fait un petit chapitre pour dire que tout n'est pas émotionnel parce que il y a toujours tendance à être dans la loi du tout ou rien et ça c'est toujours très dangereux. Alors il y a quand même des maladies qui sont pas émotionnelles, mais je dirais qu'il y en a une majorité. Alors qu'elles sont pas émotionnelles, ben, je sais pas, les empoisonnements, les radiations nucléaires, les accidents, les maladies génétiques. Enfin, il y a quand même une certaine série, et des grandes épidémies aussi, hein, parce que les épidémies, elles sont aggravées par les émotions s'il y a de la peur, mais en fait, on a aussi des épidémies chez les poulets, hein, donc c'est pas que émotionnel, hein. Donc faut faire attention de jamais être dans la loi du tout ou rien. Donc j'essaie de dire, alors attention, je suis pas en train de dire que tout est émotionnel, mais la majorité des problématiques sont d'ordre émotionnel, c'est-à-dire des émotions qui ont été chahutées, euh, pas écoutées, pas comprises, pas réparées et qui restent donc bloquées. Ça fait donc des blocages émotionnels et les blocages émotionnels, bah, ça fait qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Parce qu'il faut bien comprendre que les émotions, elles doivent circuler. Hein, je veux dire, l'émotion, elle est psychosomatique. Et après, elle est somatopsychique, elle est psychosomatique, elle est somato... Ça va faire tout le temps comme ça. Et c'est toute la journée. On ne doit pas ne pas avoir d'émotion. Après, ben, évidemment, si on est que dans la violence, c'est embêtant, mais au départ, c'était pas prévu comme ça. Au début, c'est prévu d'avoir, d'être dans la joie, dans l'amour, etc. Et d'avoir des émotions de survie, donc ce que j'appelle les émotions primaires, qui sont là pour nous aider à nous récupérer s'il y a quelque chose qui ne joue pas, mais de pouvoir être vraiment dans l'émotion. Et donc, les émotions, elles doivent circuler tout le temps. Voilà. Et c'est l'équivalent de la circulation du sang. Donc, nous avons deux circulations. On sait très bien que la circulation du sang doit tout le temps se faire. Et la circulation des émotions doit tout le temps se faire. Alors, si on coupe la circulation du sang, ben, on sait ce que ça donne. Ben, si on coupe la circulation des émotions, eh bien, les gens sont bloqués et ça va mal. Ils se mettent à dysfonctionner, ils deviennent psychorigides, ils deviennent abusifs, enfin, il y a tout ce qu'on veut. Et donc, tout dysfonctionne si les émotions ne circulent pas. Sur le chapitre sur les maladies psychogénéalogiques, vous dites que la loyauté familiale est fondée sur un sentiment de culpabilité. Ouais. La loyauté familiale, c'est vraiment un truc de fou. Moi, je sais pas je l'observe tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est ancestral. Ça vient déjà des 10 commandements, où on nous dit, enfin Dieu apparemment nous dit, tu honoreras ton père et ta mère, etc. Alors que il y a plein de parents qui sont pas honorables. D'accord? Donc en fait, là déjà, on conditionne l'enfant, puis ça c'est transmis pendant des millénaires, carrément dans l'inconscient collectif. Je veux dire, on n'a même pas besoin de réfléchir, ça se fait comme ça. Le problème, c'est que cette loyauté familiale, elle l'est, mais elle est tellement ancrée euh, et que chaque enfant, quelle que soit la maltraitance qu'il subit, va toujours défendre son parent. Toujours, toujours. Il n'y a aucun enfant qui va aller dénoncer, que ce soit les violences sexuelles, mais les maltraitances physiques, hein, les coups, même les abus émotionnels. Jamais aucun enfant ne va euh, dénoncer le parent. Et c'est tellement ancré que les gens se rendent même pas compte. Moi, j'ai des gens qui viennent, ils ont 65 ans, ils viennent, ils disent, ah, mais mon père, il était sévère, mais juste. Alors, ça veut tout dire. Et encore à ce moment-là, ils sont en train de l'excuser. Et je dis, non, mais attendez, votre père, c'était un bon père ou un mauvais père? Ah non, mais il a fait au mieux. Non, mais c'est un bon père ou un mauvais père? Ils arrivent pas à dire c'est un mauvais père. Alors moi, je dis, ici, haut et fort, mais volontairement, que mes parents n'ont pas été des bons parents, d'accord? Je ne suis pas chic contre eux, effectivement, ils n'ont pas pu faire mieux, mais ils n'ont quand même pas été des bons parents. Et il faut arrêter de toujours encenser les parents parce que ça nous met dans des comportements de victimes, justement. Et
il y a une chanson qui est très, très parlante. Le nom de l'artiste, voilà, qui s'appelle Mon Vieux, je vais le retrouver. Richard? Et qui... Oui, voilà, Daniel Guichard. C'est une chanson, mais qui est tellement belle. Quand on écoute cette chanson, on est émotionné, on a tout qui vibre, c'est magnifique. Et on peut pas rester insensible à cette chanson. Mais en fait, quand on écoute les paroles, c'est l'enfant qui se, qui se rend responsable du fait qu'il n'a pas pu établir le contact avec son père. C'est fou quand même. Et personne ne se dit, non, mais c'est le monde à l'envers. C'est le parent qui doit établir la bonne relation avec l'enfant pour que l'enfant soit sécure. C'est pas l'enfant d'aller réparer son père. Donc écoutez cette chanson, voyez ce que c'est la loyauté familiale. Alors la loyauté, c'est très inconscient. Mais ça s'exprime justement dans les consultations où les gens finissent par dire, ouais, mais de toute façon, c'est ma faute. Mais j'ai dit, mais vous avez fait quoi? Non, mais c'est ma faute. En fait, ils savent même pas dire ce qu'ils ont fait, mais quand même, ils prennent sur eux et ils se rendent malades. Et donc, il y a vraiment des transmissions. Alors là, elles sont directes, hein, je veux dire, du parent à l'enfant par les comportements. Le problème, c'est que c'est pire, c'est que ça passe aussi par l'inconscient familial. Et donc là, c'est très inconscient. Et dans la psychogénéalogie, alors on voit qu'on a plein de problématiques qui nous proviennent des ancêtres, avec lesquels on n'a peut-être même jamais vécu, mais on revit la même chose. Donc ça, c'est vraiment, la psychogénéalogie, c'est un peu une malédiction. Et c'est important de le repérer, en disant, mais en fait, ça m'appartient pas. Et je me souviens, juste pour donner un exemple, j'ai une de mes patientes qui était vraiment pas bien, était très dépressive. Voilà. Son mari était venu en Suisse avant elle, donc ils étaient jeunes mariés. Elle est en Espagne, lui il vient en Suisse pour trouver un boulot. Ils ont deux petites filles de 2 3 ans et ils trouvent un boulot, ils rapatrient la famille. Donc, elle se trouve là en Suisse, elle parle pas la langue, elle a deux petits-enfants, et le mari, il se tire. Voilà. Il la laisse. Débrouille-toi. Donc, elle est dans un pays, elle connaît rien, elle a pas d'infos, elle connaît personne, elle ne sait pas quoi faire. Et elle se débrouille le mieux possible. Et quand elle arrive 30 ans plus tard chez moi, elle a une colère jusque-là contre son mari. Donc, on travaille sur la libérer de la colère. La colère qui est normale, mais enfin, il faut pas qu'elle reste avec ça. Et là, tout à coup, elle me parle de sa mère et de son père. Parce que, oui, revenons juste à son couple. Donc, ce monsieur qui disparaît du jour au lendemain, il réapparaît 20 ans après. Il était parti 20 ans en Amérique du Sud. Il n'a donné aucune nouvelle et puis tout à coup, il débarque. Et donc, dans une troisième ou quatrième consultation, elle me parle de cette histoire. Elle me parle de sa mère, de son père, qui a disparu pendant 20 ans en Amérique du Sud sans donner de nouvelles et qui réapparaît. Puis j'ai dit, attendez, là, vous êtes en train de tout mélanger. Ça, c'était votre histoire. Là, vous parlez de vos parents. Puis elle me regarde comme ça. Elle dit, mais c'est la même chose. Elle n'avait pas réalisé. C'était exactement la même chose. Elle n'avait pas réalisé. Il fallait un regard extérieur qui dit, non, mais attendez, regardez, c'est en train de se reproduire la même chose. Donc, c'est ça la psychogénéalogie. Ce sont des contenus inconscients qui se passent de l'un à l'autre et tant qu'on n'en a pas pris conscience, ça se reproduit. Il faut couper les chaînes. Alors, le chapitre sur l'allergie, vous vous posez la question sur l'augmentation des produits laitiers ces dernières décennies. Vous posez la Ouais. question à vos clients, à part les pollens et les acariens, qu'est-ce que vous ne supportez pas dans la vie? Moi, j'ai peut-être la réponse à l'augmentation des produits laitiers ces dernières années. On n'a qu'à regarder dans les rayons des supermarchés, hein. Je veux dire, Oui, oui. plus que de fruits et de légumes. Alors, je ne peux pas faire Donc, vous avez observé que je pose une question parce que je ne donne pas une réponse. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs réponses. Euh, il y a les gens, enfin les scientifiques, ils observent effectivement là les allergies ces dernières décennies, elles ont augmenté de 40 à 50%. Hein, je veux dire, c'est bientôt tout le monde est allergique. Alors, heureusement, ils mettent quand même en question tous les produits industriels où il y a plein de produits rajoutés et tout ça qui apportent vraiment, qui intoxiquent le corps. Donc, je pense qu'il y a vraiment là une question.
Après, effectivement, il y a les produits laitiers. Mais il y a aussi le gluten, hein. Donc, euh, alors, je ne dis pas que c'est ça. Il faut que les gens, s'ils veulent savoir vraiment, s'ils ont un problème avec les produits laitiers, il faut qu'ils fassent une diète pendant 6 semaines où ils n'avalent pas le moindre produit laitier, pas le moindre. Alors, par contre, parce que si c'est une fois de temps en temps un petit yogourt, ben, ça suffira pas à faire le test. On appelle ça en médecine, on appelle ça une fenêtre thérapeutique. Donc, c'est un moment où on fait vraiment vide complet. On commence un jour, 6 semaines après, on fait le bilan. Est-ce que ça a changé? Si ça n'a pas changé, ben, c'est pas les produits laitiers, c'est juste très clair. Pourquoi ça pourrait être les produits laitiers? Parce que dans le lait, il y a une protéine qui s'appelle la caséine qui peut créer de l'hyperperméabilité intestinale chez certaines personnes et qu'à ce moment-là, il y aurait plein de produits qui pourraient passer à travers la membrane intestinale qui normalement ne devraient pas passer. Donc, c'est une hypothèse, mais ce n'est une parmi d'autres. Et celle que oui, Est-ce que on n'accepte pas le fromage de chèvre ou de brebis non plus? euh, il semblerait que ce soit tout petit peu moins allergisant, mais pas tellement. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, je suis pas en train de dire que c'est ça. C'est une des composantes. Il faut juste y réfléchir. Nous ne sommes pas faits pour absorber du lait. Oui. Aucun mammifère n'est censé absorber du lait, sauf les bébés. Même pas les vaches, d'accord? Les vaches, elles mangent de l'herbe. Elles prennent pas de produits laitiers. Donc, en fait, le lait, c'est vraiment un aliment qui est fait pour les bébés et qui fait que pour les 3 premiers mois, on a besoin de lait. Et puis après, on n'est plus du tout censé prendre du lait. Mais là, on fait quoi? Non seulement on prend du lait en tant qu'adulte, mais on prend du lait d'une autre espèce. Donc, il y a tout qui peut se fausser. Mm. Mais ça suffit pas, hein. Et c'est pour ça qu'à certains moments, je me questionne quand même sur les vaccins. Parce que les vaccins, c'est quoi? Euh, c'est un, c'est un système qui est là pour aller stimuler le système d'allergie, de réaction allergique, réaction inflammatoire, réaction défensive. Donc, il pourrait y avoir, de nouveau, avec 15 guillemets, je ne dis pas, mais c'est une question que les médecins ne se sont pas posées. Je suis euh, en même temps pro-vax et en même temps anti-vax. Donc, c'est très important d'entendre ça. J'ai une position très, très neutre. Euh, je pense que moi, j'ai appris la virologie bien avant qu'il y ait Covid, notamment. Et je pense on a éradiqué beaucoup de maladies avec les vaccins. Mais le problème, c'est qu'on vaccine pour tout et tout le temps et à des âges pas possibles. Et maintenant, quand j'ai vu, avec l'arrivée de Macron, que tout à coup, on a rendu obligatoire 11. 10 vaccins pour les nouveau-nés, mais moi j'étais tellement choquée, mais je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Mais obligatoire. C'est-à-dire que l'enfant qui n'est pas vacciné, il n'a pas le droit d'aller à l'école. Et donc là, il y a quand même un questionnement. Mais alors après, on stimule tout le système immunitaire, mais alors c'est normal qu'il devienne allergique. Et donc il y a un questionnement qui devrait se faire. Et je pense qu'il y a des maladies où il y a des situations où il faut vacciner. Et puis, il y en a, on vaccine trop et on stimule trop le système. Mais voilà, c'est des questions, juste. Ouais, non seulement il peut pas aller à l'école, mais il peut pas faire l'école à la maison, hein. Donc, Ah, alors ça, je sais pas. il n'y a plus le droit de faire l'école à la maison. Donc, les gosses, finalement, Pourquoi? ils sont C'est une vaccinés. punition, alors, c'est une punition. C'est une punition, c'est-à-dire les gosses, ils sont vaccinés d'office, comme pendant le Covid où on avait le choix, ou soi-disant qu'on avait le choix de se faire vacciner ou pas, mais il y en avait plein qui n'avaient pas le choix. Alors sur le Covid, justement, je fais confiance à mon système immunitaire. Vous parlez de l'histoire des frères Bogdanov qui se pensaient immortels. Oui. Mais il y a plein de gens comme ça qui se sont pensés immortels et qui sont morts. Le, le problème, c'est pas que notre système immunitaire ne fonctionne pas, c'est qu'on sous-estime nettement ce que c'est que la puissance d'un virus. Et en fait, là, pourquoi j'ai amené ce chapitre dans ce bouquin? Parce que j'aurais très bien pu ne pas en parler, mais en fait, la question, c'est quand on se positionne sur je suis d'accord, je ne suis pas d'accord,
est-ce que nous sommes bien informés? C'est ça ma question. Je ne suis pas en train de dire qu'il fallait faire ça ou ça, mais sont vos connaissances? Et il y a un test J'ai dans fait votre exprès livre. un questionnaire. Ouais, il y a un petit test dans votre livre. C'est quoi un virus? C'est quoi une bactérie? C'est quoi la différence? C'est quoi l'ADN? En fait, les gens, ils savent pas. Et ils sont tous partis en guerre contre l'ARN messager, mais ils savent même pas ce que c'est. Donc, après, il y a ça, c'est-à-dire, on n'est pas bien informé. Euh, nous sommes nourris par des algorithmes. Ça, c'est catastrophique, cette histoire d'algorithme, parce qu'ils vous donnent plus que le truc qui vous fait penser ce que vous voulez. Et l'objectif dans ce livre, c'est de dire aux gens, mais reprenez le contrôle de votre vie. Informez-vous. Euh, peut-être qu'il faut pas se vacciner, peut-être qu'il faut se vacciner. Ah, mais il faut que vous soyez informés et il faut que vous puissiez au moins répondre à 80% des questions que je pose, parce qu'autrement, vous n'avez pas les informations suffisantes pour, euh, pour vous positionner juste. Alors, vous entrez à ce moment-là dans des croyances et du coup, vous êtes victime des croyances. Et si vous croyez que votre système immunitaire est plus fort qu'un virus, possiblement, c'est pas le cas. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont morts de ça parce qu'ils ont sous-estimé l'importance du virus. Voilà, le virus, il vient dans la cellule et il fait tout dysfonctionner. Donc, il faut le savoir, il faut savoir ce que c'est un virus, il faut savoir comment ça marche. Il faut savoir qu'il y a des virus qui sont pas très virulents, il y en a qui sont graves, enfin, voilà. Et c'est après, quand on a bien toutes les informations, qu'on va décider. Donc, c'est ça l'objectif d'avoir introduit ça dans le livre. C'est de ne pas être euh, prisonnier de nos croyances. Des croyances, on a dans tous les domaines. Alors, il y en a dans le domaine de la santé, c'est là où je donne deux, trois informations parce que c'est mon domaine, mais on a ça en politique, en économie, enfin partout, il y a des croyances. Et du coup, ben, nous sommes baladés par nos croyances. Oui, aussi le déni, vous parlez du déni du Covid long par les opposants à la vaccination. Ah ouais, ouais, ça. Alors ça, on n'en parle jamais assez. Mais franchement, c'est dramatique ce Covid long. J'ai encore entendu l'autre jour une émission là-dessus, mais ça dure des mois, des années. Les gens, ils peuvent plus bouger de leur vie. Ils sont épuisés, ils ont perdu toute leur force. C'est absolument rien qui n'y fait. En plus, chez nous, en tout cas, ils ne sont pas reconnus comme invalides. Donc, ils n'ont pas de salaire, ils peuvent plus bosser. Enfin, l'arrêt de travail, c'est pas pris en compte. Et c'est dommage parce que parmi tous ces gens du Covid long, qui sont vraiment, vraiment, vraiment des victimes pour lesquelles j'ai beaucoup d'empathie, possiblement, certains n'auraient pas développé cette maladie s'ils avaient fait des vaccins. Donc, je ne peux pas de nouveau affirmer ça parce qu'on n'a pas de statistiques, mais c'est dommage. Il y a des gens qui se sont crus plus forts, il y en a qui ont fait le Covid long, il y en a qui en sont morts. Donc, c'est les croyances. C'est ça le problème. Et ceux qui ont fait les vaccins aussi, pour qui ça s'est pas très bien passé non plus, hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, les secondaires des médicaments, quels qu'ils soient, il y en a toujours. Et quand on me dit oui, mais ça fait ci, ça fait ça, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On n'est jamais en train de dire que ça, on peut pas avoir les effets secondaires. D'ailleurs, je vous propose de lire la notice de l'aspirine. Ah bah oui. Tout le monde prend de l'aspirine. Lisez la notice de l'aspirine. Si vous lisez ça, vous n'en prenez plus jamais. Et Donc, en fait, le dès Doliprane. qu'on Mais le voilà, Doliprane, dès c'est qu'on pareil. introduit un élément extérieur dans le corps, ça peut faire dysfonctionner, c'est logique. Après, il y a une question de, à un certain moment, est-ce que c'est plus dangereux ça ou moins dangereux ça? Il y a un moment où il va falloir prendre un risque, lequel prend-on? Mais alors, prenons-le en étant bien informé. Et par rapport à la santé, et d'ailleurs, je le dis, nous aurons d'autres pandémies, d'accord? Il y en aura d'autres. Alors, prenons l'habitude, pour n'importe quelle nouvelle pandémie, de nous informer en lisant autant d'articles pour que d'articles contre. Il faut avoir tous les arguments pour décider, et pas seulement les pour ou les contre. Dans les abus dont on parlait tout à l'heure, vous avez un chapitre sur ne peut-on s'abuser soi-même, comme la maladie Oui, alcoolique, comme les maladies de surcharge, comme les abus de substances. On pense tout de suite aux drogues, mais c'est pas toujours que des drogues.
Et comme le déni qui est très fort chez les alcooliques et les boulimiques, mais pas chez les drogués. Comment se Ouais, fait-il qu'il y ait... j'ai aucune idée. Ouais, c'est J'ai fou ça. aucune idée pourquoi les drogués n'ont pas de déni. Mais à l'arrivée, ils disent, oui, moi, il n'y a aucun problème avec ça. Je ne sais pas, c'est une observation, je ne peux pas. Peut-être que la provocation est plus importante. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le truc, mais en fait, ils n'ont pas de déni. Ils disent qu'ils sont malheureux, ils disent à quel point c'est difficile et tout ça, mais en fait, ils n'ont jamais de problème à en parler. Alors qu'avec les boulimiques et les alcooliques, mais c'est infernal, quoi. On n'arrive pas à passer ça. Euh, il y a vraiment un truc là, parce que d'ailleurs, je donne un exemple. En fait, au moment où la personne consomme le produit qui pose un problème, ça la culpabilise. Donc, elle trouve un système, alors totalement inconscient, qui est la dissociation. C'est-à-dire, elle n'enregistre pas le moment où elle vient de boire ce verre ou d'avaler cette viennoiserie. Et donc, les alcooliques, ils ont jamais, ils boivent un verre comme tout le monde et encore, etc., alors qu'ils en ont bu 3 bouteilles avant. Simplement, chaque fois qu'ils avalent un verre, ils l'enregistrent pas. Et donc, c'est une dissociation qui favorise le déni et qui est vraiment très, 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 très difficile à soigner. Le déni, c'est le truc le plus compliqué à soigner. Est-ce que vous pouvez parler du syndrome de Pica? Je connaissais pas du tout ça. Ah ouais, alors ça, c'est la somatisation ultime de l'abus contre soi. Et ça, il y a passablement de gens qui en souffrent, et c'est très, très, très peu divulgué, parce que c'est très, très honteux. Mais c'est le fait de manger des produits qui sont pas comestibles. De manger des cailloux, de manger de la terre, de manger du ciment, et en fait, donc on peut pas dire qu'ils sont en train de répondre à une faim. Ils sont pas en train de répondre à une hypoglycémie. Ils sont en train de s'abuser gravissimement eux-mêmes. Ça leur détruit les dents. Parce qu'il y a toujours, par exemple, s'ils mangent du sable, et ça va abîmer les mailles. J'entendais une émission où la jeune femme elle disait, je suis obligée de changer constamment de dentiste parce que tout à coup, à un certain moment, il va comprendre, donc il faut vite que j'aille chez un autre dentiste parce qu'il y a bientôt, elle a quasiment plus d'émail sur ses dents. Mais continue, c'est plus fort que le fait de se dire non, mais c'est pas une bonne idée, c'est plus fort. Et ça, c'est vraiment un abus contre soi qui est gravissime. Et ça finit en général en chirurgie parce que on a, tous ces produits qui sont pas comestibles finissent par s'accumuler dans l'estomac, dans les intestins. On appelle ça un bézoard. Et quand on ouvre des estomacs, on trouve des cheveux, des bouts de bâton, des cailloux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la somatisation ultime de l'abus contre soi. Est-ce que la douleur a un sens, que ce soit les douleurs neuropathiques, les douleurs fantômes ou les douleurs chroniques? Alors, non, justement pas. Ça, c'est le gros, gros problème. La douleur a un sens d'appel au départ, quand on, justement, on marche sur une punaise et tout ça. La douleur fait partie de notre système défensif, de notre système de survie. Et donc, la douleur, il faudrait vraiment l'écouter au départ, hein. Mais à un certain moment, le système peut s'abîmer suffisamment, et notamment au niveau du système nerveux, où les nerfs ne nous renseignent plus sur une cause possible, où en fait ils ont enregistré de travers un message et ils vont faire mal alors qu'il n'y a pas de raison. Et ça, c'est vraiment un très, 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 très gros problème avec toutes sortes de douleurs chroniques, des douleurs neuropathiques, euh, ouais, les douleurs fantômes, parce que en fait, le cerveau interprète le manque de stimulation comme étant douloureux. Donc, par exemple, si on vous a amputé d'un bras, vous avez mal au doigt, parce que les nerfs
n'ont plus d'informations au bout des doigts et donc malheureusement, au lieu de donner l'information j'ai plus de doigts, ça fait des douleurs au bout des doigts alors que les doigts n'existent plus. Donc ça, c'est un système, ben voilà, c'est un peu catastrophique. Je sais pas quoi faire avec ça, hein. On peut pas. Donc l'idée, c'est de précéder l'arrivée de problématiques comme ça. Je pense que, enfin bon, ça c'est la psychosomaticienne qui parle, et puis j'ai aucune statistique pour dire sur quoi je me base, mais je pense que si on est toujours à l'écoute de notre corps et qu'on y répond au bon moment, on va pas développer des maladies comme ça. Il y a vraiment, ce sont les processus inconscients qui finissent par se somatiser et ça peut être assez effrayant. J'ai juste envie, peut-être, si vous êtes d'accord, de donner un exemple. J'ai entendu ça la semaine passée, sur des processus inconscients comme ça qui tournent et qui finissent par faire vraiment une maladie. Donc, j'ai entendu la semaine passée l'interview d'un jeune monsieur qui a 35 ans, qui a une maladie de Charcot. Donc, ça, c'est catastrophique, cette maladie. Donc, on va se paralyser et être prisonnier de soi-même à l'intérieur de son propre corps, puisque toutes les muscles les uns après les autres ne vont plus fonctionner parce que le système nerveux est abîmé. Et donc, il faisait cette consultation pour laisser un témoignage à ses enfants parce qu'il savait que dans 2 ans, il serait plus capable de leur parler. C'était très poignant, c'était très touchant cette interview. Et à la fin, il dit, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu peur d'étouffer, de mourir étouffé. Et avec la maladie de Charcot, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à la fin, on peut plus respirer. Et donc, d'avoir passé 35 ans à avoir peur de s'étouffer, finit par créer cette maladie-là. Et en fait, c'est uniquement ces pensées inconscientes qui continuent, parce que elles font le corps, il met en scène, que ce soit conscient ou inconscient. C'est ça le problème. Par exemple, s'il avait pu, à un certain moment, l'exprimer à quelqu'un qui aurait pu l'entendre, possiblement, on aurait pu changer ça. Mais je sais pas à quel point, parce qu'il y a peut-être aussi un truc génétique, je sais pas quoi. Mais le fait de l'avoir jamais conscientisé, jusqu'au moment où la maladie est déjà enclenchée, là, c'est très, très difficile d'arrêter l'histoire. Vous appelez ça les fermentations psychiques dans votre livre, les angoisses, les paniques, la violence. Alors, la Ouais. peur de la mort. La peur de la mort, où c'est que j'ai mis ça? Qui a peur de la mort? Tout le monde. Pourquoi? Parce que Ben c'est oui. normal. Alors, la peur de la mort. Nous avons tous peur de la mort. Il faut arrêter de dire qu'on n'a pas peur. Alors, les seuls qui n'ont pas peur de la mort, apparemment, c'est ceux qui ont fait une EMI, une expérience de mort imminente. Ah oui, ils sont tous unanimes, hein. Quand on leur demande, est-ce que vous avez peur de mourir? Ils disent, alors, pas du tout. Voilà. Parce qu'ils ont expérimenté la conscience, l'état de conscience sans la matière. Et nous, qui n'avons pas fait ces expériences, en fait, nous n'avons pas cette expérience. Donc, en fait, euh, nous sommes, comment dirais-je, nous identifions en fait à notre corps. Mm. Et nous avons, et donc mon corps, c'est moi. Mais en fait, c'est faux. C'est ça le problème. C'est-à-dire que mon corps, c'est mon véhicule. Si on prend l'exemple avec une voiture, ben, c'est pas la même chose. L'automobiliste et la voiture, c'est pas la même chose. Donc là, avec le corps, ben, ma conscience, elle s'est intégrée le temps de cette incarnation dans ce corps, mais c'est pas le corps. Et c'est cette confusion que nous avons depuis que nous sommes petits de penser que moi, c'est mon corps. Et c'est vrai que si nous pouvions avoir une autre vision, nous aurions possiblement moins peur de la mort. Mais c'est aussi notre système de survie qui fonctionne sur la peur de la mort, parce qu'il faut avoir peur. Il faut avoir peur, autrement on va se laisser bouffer par le prochain animal ou se faire rouler dessus par la voiture qui passe. Enfin, donc en fait, la peur de la mort, elle est liée au système de survie. C'est ça. Et à l'identification au corps. Donc c'est pas facile. C'est vraiment, vraiment pas facile.
Oui, puis c'est pas parce qu'on a fait une NDE que finalement on n'a pas peur pour soi, mais qu'on a peur de la mort des autres. Ça, c'est encore une autre Ah oui, histoire. alors ça, c'est encore autre chose. La peur des autres, alors le problème, c'est le manque. Hein, je veux dire, C'est il y l'absence. a, quand j'ai peur de la mort pour moi, qu'est-ce qui va se passer quand je suis plus dans mon corps? Et puis après, j'ai peur de la mort de mes proches parce que là, le proche, il va me manquer. Donc, c'est l'autre côté de la médaille, si vous voulez. Hein. Un côté, c'est moi, l'autre côté, c'est les autres. Alors, ça, évidemment, sur le manque des proches, c'est aussi, ben, c'est tout le travail de deuil. Oui, un chapitre sur la méconnaissance de nos idées toutes faites en médecine, les antidépresseurs, les antibiotiques, les bactériophages. Est-ce que vous pouvez Oui, développer? alors ça, les bactériophages, c'est une énigme. Je n'arrive pas à comprendre, à part Big Pharma, c'est vraiment la seule chose que je peux comprendre, pourquoi on n'utilise pas les bactériophages, qui sont vraiment des espèces d'organismes qui arrivent à nous protéger des maladies bactériennes graves et qu'on n'utilise jamais. Et ça, c'est fou, quoi. Parce que dans tous les pays, on a l'agence du médicament, enfin ça s'appelle différemment selon un endroit ou selon l'autre, qui vont décider si ce médicament est acceptable ou pas. Et là, pour le bactériophage, c'était décidé une fois pour toutes que non, alors que ça nous résoudrait, en tout cas temporairement, toute la problématique des résistances aux antibiotiques. Et donc, moi, je peux pas comprendre, à part une histoire de fric où on s'arrange, mais alors, j'ai pas de preuves, donc je dis ce que je pense, parce que autrement, ça s'explique pas. Parce que, évidemment, si on vend plus tous les antibiotiques, ça va faire un sacré manque à gagner pour les industries pharmaceutiques. Est-ce qu'il y a des laboratoires qui en font quand même, des laboratoires indépendants? Non, il n'y en a pas. Oui, mais alors très très peu, et on essaie de les étouffer. Je crois que j'ai dû donner, il me semble que j'ai donné l'exemple d'un patient en Suisse, là, qui a déjà été guéri une fois par le bactériophage, et maintenant qu'il a besoin, il faut d'abord qu'il arrive à la veille de la mort pour qu'on lui redonne. C'est tellement aberrant. Il y a des moments où on a des trucs aberrants, et la seule chose qu'on peut dire, c'est de le dénoncer, mais après, voilà. Mais, Alors, un chapitre, parce que c'est un livre qui fait près de 400 pages, hein, un chapitre sur les thérapies de l'âme, donc les psychotropes et les thérapies de groupe, les états modifiés de conscience, l'hypnose, le MDR, la CIAM, SIAM, ouais, qui ouvre le monde. La Siam, hein. Oui, c'est quoi la Ouais, c'est un SIAM? truc de fou. Nouveau, hein. Oui, vous voulez que je leur dise quelque chose? Oui, parce que je connaissais pas. Oui. Non, alors, il y a un gros bouquin là-dessus qui a été publié par Très Daniel, donc vous pouvez, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, c'est un gros bouquin aussi épais que le mien sur la SIAM, qui est quelque chose de très, très étrange, qui s'est découvert par hasard. C'est-à-dire, ça part de l'EMDR. Donc, l'EMDR, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une thérapie qu'on peut utiliser pour déprogrammer les traumatismes où on bouge les yeux. En fait, on suit le regard, du regard comme ça C'est le qui vont MDR, de ça. droite à gauche, etc. Voilà, c'est l'EMDR. Hein. Et en fait, ça reprogramme, on ne sait pas très bien comment ça se fait, mais ça reprogramme et déprogramme, plutôt, reprogramme des traumatismes. Donc là, j'ai oublié le nom du monsieur, Donc, mais c'est un c'est la psychologue SIAM. qui a fait d'abord, il a fait d'abord de la thérapie cognitive et comportementale, qui était une catastrophe absolue chez les vétérans du Vietnam, de leur faire revivre toujours les pires des traumatismes, c'était épouvantable. Puis un jour, il a découvert l'EMDR, alors ça lui a changé sa vie et la vie de ses patients. Et il a pratiqué ça, donc comme tout thérapeute EMDR, et puis à un certain moment, avec une personne, il y a, euh, il y a un mort, enfin, une personne décédée qui est apparue au milieu de cette séance d'EMDR, alors que personne n'avait jamais cherché quoi que ce soit là-dessus. Et c'était notamment une petite fille que ce vétéran du Vietnam avait vu mourir. Et elle est venue lui dire T'inquiète pas, je vais bien, etc. Alors, le, le médecin, il a pris peur, il s'est dit, oh là là, mon patient hallucine. Enfin, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Simplement, le lendemain, le patient, il était complètement guéri. C'était absolument incroyable, cette histoire, les thérapeutiques
qui s'est passé et qui n'a pas été cherché. Et de nouveau, avec les synchronisations, dans la même semaine, il y a eu la même chose avec un autre patient, et puis encore un autre. Enfin, il a fini par se rendre compte que c'était une thérapie hyper efficace. Et au bout de l'histoire, après en avoir fait 2000 ou 3000, il s'est rendu compte qu'en fait, il avait rajouté un mouvement à l'EMDR, je ne sais pas lequel c'est d'ailleurs, qui fait qu'en fait, on change de réalité. Et que voilà, il y a ce genre de thérapie assez incroyable. Donc la SIAM qui ouvre le monde de l'invisible, la communication induite après la mort. Qui sommes-nous au-delà de notre personnalité et vous parlez du champ du point zéro, du champ avec un MP à la fin. Ouais, en fait, c'est dans la physique quantique. Oui. C'est quand on descend au plus bas, du plus bas, du plus bas, de l'infiniment tout petit, on arrive à un endroit qui est en fait l'origine de tout, euh, qui est dématérialisé, mais qu'on peut atteindre dans des états de conscience modifiés assez importants et qui peuvent en fait changer l'état de conscience de la personne. Notre cerveau est une passoire, il est programmé pour oublier. Oui, faut L'inconscient. le dire parce que personne ne le sait. En fait, les gens croient toujours que le cerveau est fait pour se souvenir, et justement, c'est le contraire. Il faut savoir que le cerveau, il faut absolument qu'il oublie à peu près tout, parce qu'autrement, on deviendrait comme complètement fou. C'est d'ailleurs le drame de deux, trois personnes qui s'appellent des hypermnésiques, qui se souviennent absolument de tout, mais c'est effrayant. Donc, en fait, le cerveau est fait pour oublier tout, et il faut le savoir parce que, par exemple, là, avec tout ce que je suis en train de vous raconter pendant une heure, dans 3 heures, vous aurez oublié en tout cas 85% de ce que je vous ai dit. Et c'est normal parce que c'est pas fait pour être mémorisé. Donc, le cerveau, il est fait pour comprendre, analyser, réfléchir, anticiper, organiser. Enfin, il a plein de fonctions. Mais la mémorisation, elle se fait par la répétition. C'est tout. Et si on répète pas, ça part. Donc, il faut que les gens le sachent. S'ils veulent absolument se souvenir de ceci, cela, il faut répéter. Il semblerait que, par exemple, pour une habitude, il faut répéter un mouvement, par exemple, ou un fonctionnement pendant 3 semaines pour que ce soit enfin intégré. Et il faut encore, après 3 mois, pour vraiment s'en imprégner 100% pour que ça devienne complètement un automatisme. C'est comme la lecture. De nos jours, bon, on lit comme ça, mais en fait, qu'est-ce qu'il a fallu comme temps pour qu'on arrive à lire comme ça? Et donc, il faut savoir, donc le cerveau est fait pour oublier. Donc, si vous avez des choses importantes, baladez-vous toujours avec un petit calepin à crayon. Dès que vous avez une pensée, n'importe laquelle, la plus très importante, il faut tout de suite écrire un mot-clé. Parce que moi, je me rends compte, même dans mon domaine, je pense à un truc. Tout à coup, je dis, ah, je viens de comprendre quelque chose. Tout à coup, c'est très, très clair. Et je crois que je vais m'en souvenir. 2 heures après, je dis, c'était quoi déjà le truc? Je ne le retrouve pas. Même dans mon domaine. Même que ça me semblait logique. Donc, en fait, il faut absolument noter. Comme c'est très important, il faut noter un mot-clé, parce que dès que vous avez le mot-clé, ben, vous allez retrouver le raisonnement. Mais si vous n'avez pas le mot-clé, ben, c'est perdu. C'est comme dans les rêves. Alors, il y avait un chapitre je suis passée sous silence sur les maladies auto-immunes et le cancer. Les maladies auto-immunes sont des abus dirigés contre soi sans qu'il y ait de troubles du comportement. Et le cancer, Oui. c'est la somatisation ultime de l'abus. Ben oui, c'est-à-dire le problème, j'ai parlé de l'abus contre soi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que vous avez subi un abus, donc c'est une énergie négative que quelqu'un d'autre vous inflige, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs, et vous êtes avec cette énergie négative. Alors, soit vous pouvez vous défendre, qui est assez rarement le cas, mais soit vous pouvez vous défendre et vous ressortez l'énergie négative tout de suite, et donc vous déprogrammez, reprogrammez ça autrement, mais soit, si vous n'avez pas pu, bah, c'est enregistrer le travers. Et après, quand on entre dans un processus de victime, on n'arrive plus à se positionner et à aller euh,
réagir et sortir l'énergie. Donc, si elle peut pas aller comme ça, elle va comme ça. C'est-à-dire, si elle peut pas aller contre l'extérieur, c'était prévu qu'elle soit renvoyée vers l'extérieur. Si elle peut pas, l'énergie ne s'évapore pas. Donc, elle va se retourner contre soi. Donc, il y a les comportements, on a dit, qui sont les comportements abusifs où on va voilà, absorber des produits qui vont pas, où on va se lacérer, où les gens vont même se suicider, hein, c'est aussi ça. Et puis, il y en a où il n'y a pas du tout de trouble de comportement, mais alors vraiment pas du tout. Le processus est encore beaucoup plus inconscient que ça, et c'est carrément le corps qui se retourne contre lui-même, et il décide, par exemple, que le pancréas, ça, c'est pas du, c'est un organe étranger, donc il faut le détruire. Ou la thyroïde, il faut la détruire. Et donc, il va fabriquer des auto-anticorps et il va détruire entièrement tout cet organe-là. Et ça, c'est totalement inconscient, il n'y a aucun trouble du comportement, personne ne comprend, alors surtout les médecins ne comprennent rien, mais il y a besoin de comprendre ce que le corps est en train de dire. Le corps, il somatise que, en fait, il y a quelque chose d'étranger que je n'ai pas pu renvoyer, ben, je le retourne contre moi. Donc, c'est très important de comprendre ça. Je suis pas. Alors, après, quand l'organe est complètement détruit, c'est pas en comprenant que l'organe va refonctionner. Là, par exemple, j'avais la question avec un monsieur qui avait un diabète type 1, qui est donc euh, auto-immun, où toutes les cellules qui fabriquent de l'insuline sont détruites. Il y en a plus. Il reste que des cicatrices. Donc, c'est pas en comprenant euh, qu'il euh, qu'il va refabriquer de l'insuline. Hein, le problème, c'est que nous sommes dépendants de notre matière, et quand il n'y a plus la matière, eh ben, elle ne peut pas faire. Donc, dans les cas de maladies auto-immunes, alors soit on est en cours, c'est en cours, et possiblement, en prenant conscience, en faisant les thérapies émotionnelles, on pourra arrêter le processus, ça serait un peu l'idée. Mais si, pour tout ce qui a été abîmé, s'il n'y a plus que des cicatrices, les cicatrices, elles ne peuvent pas fabriquer de l'insuline. Donc, il faut bien savoir, et c'est important de le lire avec ce bouquin. Moi, c'est pas un livre de guérison, hein. C'est un livre d'explication, de prise de conscience. Je pense qu'il y a des choses qui vont s'améliorer, il y a peut-être des gens qui vont guérir, et puis il y a quand même la matière qui va nous mettre une limite. Quand il n'y a pas de matière, si par exemple on vous a amputé d'un pied, ben, vous n'allez pas pouvoir refabriquer un pied. Il y a juste besoin de comprendre ça. Oui, il y a aussi un chapitre sur l'amour, sur le pardon, sur la tendresse et nos 6 besoins fondamentaux. En partant de la base de la pyramide, on trouve successivement plusieurs couches qui se rajoutent, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, besoins d'appartenance et d'amour, besoins d'estime et de reconnaissance, besoin d'accomplissement de soi, besoin de self-transcendance. C'est quoi la self-transcendance? C'est d'arriver vraiment dans cet endroit de la spiritualité où on découvre, en fait, j'ai envie de parler de langage simple, hein, vraiment, on découvre son âme. Parce que si je vous le fais très très court, peut-être juste pour bien situer, j'ai passé 10 ans à essayer de réfléchir, c'est quoi le corps, l'âme et l'esprit, parce qu'on nous dit ça partout tout le temps, on ne sait pas ce qu'on dit. Euh, et pour finir, à quoi j'en suis arrivée, c'est que bon, bah, le corps, on sait, c'est matériel. L'esprit est totalement éthéré, c'est-à-dire il n'est absolument pas du tout matérialisé. La conscience n'est pas du tout matérialisée. Et entre le corps et la conscience, enfin, ils peuvent pas se comprendre. Je veux dire, c'est comme l'eau et l'huile, c'est pas compatible. Donc, il faut qu'il y ait euh, une passerelle entre la matière et la conscience. Et ça, c'est l'âme. Et pour moi, l'âme, elle est donc psychosomatique, puisqu'elle fait elle fait le lien entre les deux. Et donc, l'âme, elle s'exprime par les émotions. Et quand on arrive à, se, à se mettre complètement en connexion, on appelle ça être aligné, mais on ne sait jamais ce qu'on veut dire avec ça, mais c'est vraiment complètement en connexion.
le fait d'écouter notre âme, d'arrêter de... Parce qu'on a le mental qui est juste à côté, là, qui nous pose beaucoup de problèmes. Hein. Et le mental n'a rien à voir avec l'âme, c'est juste important. Le mental, c'est le fruit de notre cerveau qui fonctionne comme ça, puis qui crée un monde de raisonnement, etc. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec l'âme. Il n'y a pas de ressenti dans le mental. Et donc, là, quand on arrive à communiquer entre le corps, l'âme, ça nous ouvre sur l'esprit et on peut enfin reconnaître cette partie de notre conscience à laquelle on n'avait pas du tout accès avant. Et c'est ça, la self-transcendance, c'est d'arriver à ça, à cette conscience-là. Donc, il y a très peu de gens qui arrivent, juste quand même pour dire, parce que c'est très difficile à accéder. Il y a des grands spirituels, etc. Mais euh, souvent, on s'arrête à la phase d'avant, mais c'est déjà bien. C'est déjà magnifique. Mais c'est ce qui se passe au moment de la mort. On atteint ce que moi j'appelle la connaissance et que vous appelez conscience, un état où on est dans la connaissance pure, c'est-à-dire on est, Oui, c'est ça. voilà. Moi je l'appelle, Voilà, ben, on n'est pas encore mort, on est obligé de croire ce que les gens nous disent, mais en tout cas, avec les expériences des EMI, ben, les gens, ils sont ils disent à peu près tous la même chose. oui, Moi, je savais tout, je voyais tout, etc. Et après, quand ils reviennent, ils savent plus qu'ils savaient tout, mais ils savaient tout, mais ils se souviennent ouais. pas. Donc, notre corps, notre mental aussi est limité volontairement par nos cinq sens, parce qu'autrement, on pourrait pas fonctionner. Donc, en fait, on est obligé d'être limité pour pouvoir être dans l'incarnation. Ok, il y a quelque chose que vous voudriez dire pour terminer cet entretien, Cornélia Gauthier? Maintenant, écoutez, moi, je vous remercie pour votre écoute. Je suis très contente d'avoir pu écrire ce livre. J'aimerais remercier Guy Trédaniel, vraiment, parce que l'idée, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes, notamment dans les liens entre les traumatismes et les maladies. Parce que vu que la médecine ne le fait pas, vu qu'elle n'est pas du tout prête à le faire, il faudra possiblement encore 50 ou 60 ans, je ne sais rien combien de temps il faudra jusqu'à ce que ça soit vraiment intégré. Eh bien, la seule personne qui peut faire le lien, c'est le patient. Donc, en fait, il faut que le patient ou la patiente, bien sûr, lise. Elle se dise, ah, mais ça m'est arrivé. Ah, ok, donc je sais. Et que le ou la patiente puisse faire le lien que les médecins ne font pas. Et que après, ben, il faut faire les traitements. Je ne dis jamais, jamais, jamais d'arrêter les traitements. Attention, c'est très important. Hein. Euh, s'il y a un cancer, il faut faire un traitement pour le cancer. S'il y a une sclérose en plaques, il faut peut-être faire des injections d'interféron. Enfin, je ne dis jamais d'arrêter. Mais après, il faut comprendre que la médecine va s'arrêter là et que le lien, c'est le patient qui va devoir faire. Et donc, ce livre est vraiment un outil pour qu'ils puissent faire le lien et après aller consulter les gens qui peuvent les aider sur traiter la cause, c'est-à-dire enlever la punaise. Hein, c'est pour revenir à ce que je vous ai dit au départ. Donc, ouais, c'est ça que j'ai envie de dire. J'espère que ce livre va circuler très largement pour qu'il y ait plein de gens qui puissent euh, se guérir de ça. Oui, et peut-être la dernière chose, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous en avais parlé, j'ai fini par créer donc un atelier online pour les gens qui ont envie d'aller plus loin, parce que j'ai pas pu tout dire dans ce livre. Il fait 400 pages. Si j'avais tout dit, il ferait 800, 900 pages, il serait illisible. Donc, il y a plein, plein d'informations qui sont pas dans le livre et qu'on va pouvoir trouver dans un atelier online. Donc, voilà, vous pouvez trouver peut-être vous pourrez mettre le lien, enfin, je sais pas comment vous voulez faire, mais en tout cas, il faut que les gens sachent qu'il y a un atelier pour les accompagner dans cette démarche et que je fais un Zoom par mois, comme ça, pour répondre aux questions. Cornélia Voilà, Gauthier, toutattaché.com, ça c'est votre site. c'est pour ça mon premier site que j'avais fait donc pour prévention de la violence éducative ordinaire.
J'en ai deux autres. Un, c'est intuition, synchronicité, rétrocausalité. Et l'autre, c'est La la vie vie. est tutti quanti. Ce sont Oui, deux autres sites sur lesquels, justement, on peut se procurer des ateliers, des PDF à télécharger gratuitement. Il y a beaucoup de matière sur ces deux autres. L'autre, le premier, ben, c'était, voilà, c'est celui que j'avais fait en premier, mais il n'y a pas toutes ces informations là-dessus. d'accord. Et puis vous avez votre chaîne YouTube aussi, Le Docteur vous parle. Oui, C'est voilà. le titre de la chaîne. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Pour tout ça, à la fin de votre livre, hein, Décodons l'origine de nos maladies pour mieux guérir, comprendre ce que notre corps exprime, vous appelez Cornélia Gauthier, vous êtes médecin psychosomaticienne. Merci beaucoup, Oui. Cornélia. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée à vous.